Je me suis rappelé d'une phrase que l'intellectuelle Susan Sontag avait un moment formulée à propos de l'écrivain John Berger, écrivain anglais à qui nous rendrons hommage l'année prochaine à l'occasion du centenaire de sa naissance. Susan Sontag avait eu cette formule: John Berger ne parle de ce qui est important et non de ce qui est intéressant. Et je crois qu'on peut appliquer cette formule à notre invité. Eliane Brum parle de ce qui est important, pas de ce qui est intéressant. Et son livre Bande Zéro au Coteau, pour ceux qui l'ont déjà lu, je crois qu'ils seront d'accord avec moi, font partie de ces livres dont la lecture bouleverse notre existence, change notre rapport au monde et nous accompagne longtemps, une fois qu'on les a refermés. Eliane Brum nous plonge dans les multiples réalités de la forêt amazonienne où elle s'est installée depuis 2017. Donc, celles et ceux qui n'ont pas encore lu le livre s'imaginent qu'elle vit dans la nature sauvage auprès d'une communauté indigène. Pas du tout. En fait, Eliane Brum vit à Altamira, ville de 120 000 habitants construite au cœur de l'Amazonie, à la fois la plus grande municipalité du Brésil en superficie. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent de la Belgique et de la Grèce réunies, et la ville la plus violente du pays, à la fois par son taux d'homicide et par la rage que la ville déploie contre la forêt. Donc il ne s'agit pas pour Eliane Brum d'un récit, d'un joyeux retour aux sources. En fait, vivre à Altamira, c'est vivre dans l'épicentre de la dévastation. C'est côtoyer l'agrobusiness, le crime organisé, l'orpaillage sauvage, ainsi que les réfugiés du Belo Monte, le monstrueux barrage qui a été érigé sur le fleuve Xingu, qui inonde une surface d'environ 500 km et qui entraîne la destruction de milieux de vie et l'exode de populations vivant dans cette partie du fleuve. Bande Zéro au Coteau raconte, Eliane Brum, votre mutation intime, la façon dont l'Amazonie vous a transformé, mais aussi les ravages subis par celle-ci. Et elle nous fait entendre les voix de celles et ceux qui luttent contre sa destruction. Lire Bande Zéro au Coteau, vous verrez, c'est comme justement découvrir une forêt pour la première fois. C'est-à-dire que vous pouvez y accéder par différentes entrées, l'explorer par différents chemins, vous perdre, pourquoi pas, revenir en arrière. Et d'ailleurs, le livre lui-même s'ouvre sur le chapitre 11, que suit un chapitre 31, avant de revenir au chapitre 2. En 8e position intervient le chapitre 0, suivi du chapitre 100, puis du chapitre 666. Interviennent plus tard les chapitres 1937-1987, qui précèdent le chapitre 5. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un récit non linéaire qui semble parfois nous faire reprendre des chemins déjà empruntés, mais à chaque fois en opérant des déplacements de pensée, de point de vue, de langage. Donc, vous l'aurez compris, c'est un livre important qui vaut à Eliane Brum d'être comparé à d'autres voix majeures de la littérature actuelle et en premier lieu à la prix Nobel Svetlana Alexievitch. Donc, je vous dis juste encore deux petits mots de présentation d'Eliane pour dire que Eliane Brum est écrivaine, journaliste, documentariste et militante, écologiste et féministe, qu'elle est chroniqueuse pour El País, qu'elle collabore pour plusieurs journaux et revues dans le monde, The Guardian, The New York Times. Et Eliane, vous êtes l'une des fondatrices de la plateforme journalistique Sumoma, lancée en 2022. Plateforme pour raconter des histoires qui se déroulent en Amazonie et dans d'autres régions de la planète, depuis la jungle et selon les points de vue de leurs différents peuples. Voilà, sans doute Eliane nous dira un mot du projet Sumoma. Et outre la réalisation de documentaires, Eliane est l'autrice de 8 livres publiés au Brésil, 7 essais et un roman. Voilà, et Bande Zéro au Coteau est le premier livre d'Eliane Brum publié en français. Donc, on va commencer la rencontre
en premier lieu, je tiens à remercier aussi, grâce à Rabérou, qui va traduire les propos d'Eliane du portugais. Eliane, est-ce que vous pouvez à la fois nous expliquer la signification de ce titre, Banzero Okoto, dont vous dites lui-même qu'il est intraduisible et qu'il n'a pas de synonyme. Et j'ai parlé du chapitrage du livre. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots à quoi correspond ce chapitrage du livre très particulier? Bonjour. Merci beaucoup, Emmanuel, por essa apresentação tão generosa. Pour cette présentation très généreuse. Merci beaucoup à todos vocês que Et estão aqui. merci à vous tous présents dans E ce merci parc. beaucoup para a Graça que Et vai merci me à fazer Graça, com que eu seja entendida, já qui va nous que permettre merci de me faire beaucoup comprendre. Donc é uma das duas palavras que eu sei francês. Mais merci beaucoup, ces deux mots. Bom, a gente acabou de ver a floresta Nous falar. venons de voir la do trabalho forêt do qui nous Naum. parlait à travers le E acho travail que as de minhas Naum. palavras são tão mais Et je pobres que a pense floresta falando, que mas eu vou mes fazer paroles o vont être un peu melhor plus possível. pauvres que tout ce qu'on vient d'écouter. Banzeiro, que é como o Emmanuel falou, Banzero, intraduzível, tel que l'a dit Emmanuel, c'est un mot é uma espécie de intraduisible. vórtice. C'est un peu comme un de vortex redemoinho qui fait do rio. É qu'on uma se trouve au palavra milieu de muito ces mouvements dans forte na le Amazônia, fleuve. muito presente Et en na Amazonie, Amazônia, c'est un mot qui est très courant, très présent. que é quando o rio está C'est bravo. justement quand on est face à la furie du fleuve. E quando fizeram a barragem em Et Belo lorsqu'ils ont Monte, construit Rio le Xingu, barrage de que é o rio Belmont que sur banha le fleuve Altamira, e é Xingu, dos maiores qui est le rios fleuve da qui Amazônia. baigne la ville d'Altamira et qui est un des O plus grands du Xingu é Brésil. dos afluentes do rio Xingu, c'est un Amazonas. des affluents de O l'Amazone. rio mudou. Et ce O rio foi fleuve a extremamente changé. violado, Il a violentado, été comme que violé agredido, par, foi par ce barrado. barrage. E aí ele Il a criou souffert une banzeiro. agression. Et il a créé justement ce qu'on appelle un banzeiro. A gente não consegue passar o banzeiro. On n'arrive pas à dépasser cette zone de turbulence. A gente tem que esperar Il faut o rio savoir attendre, e aí a gente passa. l'accalmie de fleuve pour pouvoir le dépasser. Donc, dès qu'ils ont construit ce barrage, qui est le barrage le plus important, le plus grand du Brésil, parmi les plus grands du monde, ça crée une violence énorme et ça crée ce phénomène de banzeiro dans le Xingu. Et j'ai utilisé ce mot pour le titre de mon livre, parce que c'est ce que je viens de décrire, mais c'est aussi le temps d'effondrement qu'on est en train de vivre. Le temps qu'on vit actuellement, c'est un banzeiro. Et Okoto, c'est un mot de la langue Yoruba, de langue africaine. C'est un mot très important dans la pratique du candomblé, c'est la région afro-brésilienne, c'est associé à Exu, une des entités du candomblé. Et c'est comme une spirale, c'est comme une coquille. Et pour moi, c'est les deux idées que je considère importantes. C'est le fait qu'on est dans le tourbillon du banzeiro, on est en plein tourbillon, mais suivant la qualité de notre écoute, on peut parfois être en Okoto, on peut s'en sortir du banzeiro. C'est ça le sens. C'est un des sens, mais il y en a un autre qui est évoqué dans un des chapitres, c'est qu'on va raconter au lecteur de mon livre que le temps en Amazonie, ce n'est pas du tout un temps linéaire. Notre temps, le temps des peuples indigènes, c'est un temps en spirale. Il n'y a pas début, milieu et fin. C'est toujours un peu, ça va et ça vient.
c'est une autre compréhension du temps qui passe. C'est comme si, d'une certaine façon, on restait toujours sur le présent, à tourner dans cette spirale. Et ces chapitres de mon livre, cette numérotation, ce chapitrage, comme vous savez, j'habite en Amazonie depuis 8 ans, mais j'y suis pour mon travail depuis 30 ans. Et j'ai commencé très jeune et j'ai commencé à fréquenter les gens et ces régions. C'est la question très de journaliste. On demande le nom, l'âge et le métier, toutes les questions classiques. Sauf quand je faisais ça en forêt et je demandais quel est ton âge, il me regardait comme ça et j'insistais, je demandais. Et quand j'insistais, il disait j'ai 33 ans par exemple. Et moi j'écrivais sur mon papier 33 ans. Et parfois, je revenais dans ce même endroit, je ne sais pas, 3 ans après, et je demandais quel est ton âge déjà. Et il a dit, maintenant j'ai 64. Donc, parce que c'est moi qui étais intéressée de savoir, moi, la journaliste blanche, de savoir les âges des personnes. Et comme j'insistais, il lançait n'importe quoi, n'importe quel âge. Et ça, c'est une façon de me montrer que le temps pour eux était différent. Et maintenant, c'est moi qui vis dans ce temps différent. Et c'est pour ça le Banzero Koto. Et je mets ces deux mots juxtaposés dans une langue, mais sans traduction, parce qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles il n'y a pas de traduction. Il faut prendre ce risque de ne pas pouvoir traduire. Mon livre n'est pas fait pour mettre les gens dans des zones de confort. Plutôt le contraire, c'est pour bousculer, c'est pour mettre ces gens au milieu du Banzero. Vous dites dès le début du livre, c'est ce que vous venez un peu de nous expliquer, que vous racontez les bouleversements éprouvés par dans votre corps au contact de l'Amazonie, comment le Banzero a justement quitté le fleuve pour s'installer à l'intérieur de vous. Et la manière dont la forêt met vos sens en éveil et active des parties de votre corps que vous ne connaissiez pas. Vous écrivez que déménager en Amazonie vous a déstructuré. Voilà, vous faites un éloge de la déstructuration. Et vous dites avoir compris la forêt lorsque vous avez commencé à entreprendre ce que vous nommez votre reforestation ou votre amazonisation. À partir de la décolonisation de votre corps. Cela vous amène notamment à questionner votre condition de blanche en empruntant le point de vue des Indiens Yanomami qui utilisent le mot « nappé » pour à la fois désigner l'ennemi et le blanc. Et vous introduisez le concept d'exister violemment. Est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ce concept d'exister violemment fait référence? Et puis, ce que vous entendez par le verbe amazoniser? Eu vou começar pelo fim. Eu entendo que o que nos traz ao colapso, et ce qui m'amène à cet effondrement, l'effondrement climatique, de la biodiversité, ces moments de limite que nous sommes en train de vivre vers une extinction. C'est un peu un langage qu'on appelle le capitalisme. Donc je comprends le capitalisme comme un langage, comme une façon de vivre, la façon comme on pense et qu'on comprend l'autre. Et ce langage, elle a 5 voyelles. Elle est anthropocentrique. Colonizadora, elle est colonisatrice, elle est raciste, elle est patriarcale, et elle est aussi binaire. Donc quand je parle de me reboiser, me reforester, comme vous tous ici, je viens de peuples qui se sont un peu séparés, écartés de la nature. Et actuellement, je vis avec des peuples qui sont restés auprès de la nature.
Je dirais que ce qui m'a le plus changé dans le sens de s'amazoniser, c'est de ouvrir main, de laisser tomber le binarisme dans la vie. Et en français, qui est très responsable par ce sens de binarisme dans ces derniers siècles, c'est un de vos contemporains qui est Descartes. Cette séparation qui existe toujours de binarisme, corps, esprit, la nature, la culture, et tout type de binarisme qui structure notre vie. Et c'est ce langage qui mène à cet effrontement, elle est structurée par cette façon binaire de voir la vie. Et quand on est à la forêt, quand on se comprend en tant que nature, on comprend que le monde, que c'est ceci ou c'est cela, ça n'a pas de sens. Dans la forêt, tout est ceci et tout est aussi cela, tout en même temps. Parfois, les gens, quand ils imaginent, se font une idée de la forêt, de la jungle amazonienne. Ils pensent que c'est un ensemble, beaucoup d'arbres avec des animaux à l'intérieur, mais c'est pas ça une forêt. Ça, c'est un jardin, c'est un zoologique, c'est un zoo. Ils pensent qu'il y a plein de choses, la flore, la faune, mais c'est pas que ça. Ça, c'est un jardin botanique. La forêt, c'est plutôt un rapport qu'on peut avoir pour définir ça, c'est au fait tout qui est un rapport à quelque chose. Tout est en transmutation, tout est en interrelation et interdépendance. C'est pour cela que des peuples de là-bas ils peuvent dire qu'ils reviennent de jaguar. Et cette compréhension de penser qu'ils viennent d'un animal, c'est une compréhension qui a permis aux peuples indigènes et à ses ancestraux de planter. C'est eux qui ont planté une partie de la forêt, parce qu'une partie de cette forêt a été plantée. Et de l'entretenir vivante, malgré toutes les violences qu'elle subit, parce que eux, ils se sentent forêt aussi. Donc, c'est pour ça que c'est l'idée de la forêt vierge. Il y a beaucoup de voyageurs, explorateurs français et européens, je dirais, qui ont eu cette idée, cette notion, mais il n'y a rien de plus éloigné de cette idée que la virginité. Si elle était vierge, elle n'existerait pas. Si elle était vierge, on ne serait pas ici. Si la nature restait vierge, rien de tout ça autour de nous serait possible. Parce que la nature, c'est une relation, c'est un rapport des choses les unes avec les autres. C'est vraiment cette contagion de tout. Et c'est ça qui nous fait nous voir différemment. On est part de tout cela. C'est difficile d'expliquer parce que ça va au-delà de la compréhension telle qu'on est habitué à l'imaginer, à la voir. Mais moi, je commence à comprendre ce qui est humain vraiment. Et là, je ouvre une parenthèse, la plupart des peuples indigènes, les humains, c'est pas que nous, les humains sont tous, c'est les animaux, c'est les plantes, c'est les montagnes, c'est les bières, tout est humain. Et c'est ça qui est dans une permanente transmutation. Donc, quand on peut imaginer qu'est-ce que j'appelle le moi, on peut savoir ce que c'est par la science que nous avons, la science académique, on sait qu'on est plein de bactéries, on ne serait pas vivante sans elles, mais on les a à l'intérieur de nous et c'est pas que ça, nous. Et la forêt, c'est pas qu'un lieu où il y a des animaux. Nous sommes tous de bactéries. L'être humain, c'est ça. C'est être l'être humain, c'est être en rapport. Et la définition de l'humain, c'est justement ce rapport entre plein de choses, Et cette
compréhension a complètement changé ma façon de l'être, d'exister. Et je vais mourir dans cette tradition-là. Parce que ma tradition d'origine était complètement différente. C'était ceci ou cela. Et maintenant, je vis dans une autre réalité, la réalité de tout vivre en même temps. Elle a oublié l'autre question. Elle a oublié. C'est pas grave, on va enchaîner et je pense qu'on va y revenir sur le concept d'amazonisation. Mais vous avez évoqué l'imagerie de la forêt vierge. Le fantasme de la virginité maintenant est mobilisé par ceux qui entendent la violer, l'exploiter, la piller. Les Bolsonaro et consorts, qui comparent à l'envi le corps de la forêt à celui d'une femme dont ils peuvent disposer. Voilà, vous citez une déclaration publique de Bolsonaro qui n'a pas hésité à déclarer que l'Amazonie est une vierge que tous les pervers du monde se disputent. Si cette vision de la forêt comme un corps à violer et à exploiter s'est accélérée et c'est aggravé, on va dire, sous le mandat de Bolsonaro, vous l'écrivez. Vous dites aussi qu'elle n'a jamais été abandonnée par tous les gouvernements brésiliens qui se sont succédés, mais aussi par la majorité de la population. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce rapport à la forêt, en fait? A gente não entende a destruição da floresta amazônica, ou a destruição da natureza, de qualquer bioma, ou de la nature, ou de n'importe quel biome, ou l'échauffement climatique. On ne comprend pas tout ça si on ne comprend pas le rôle du patriarcat. A floresta é vista la forêt, souvent, est vue comme un corps à être violé, à être envahi, pour explorer, ainsi que les corps de femmes, tels que le corps de femmes. Et cette relation qu'on a à ça, c'est un rapport qui existe, c'est réel. Et c'est pour cela que je dirais que ce n'est pas par hasard que l'Amazonie, c'est une des régions où les violences sexuelles, le nombre de viols est parmi les plus élevés du Brésil, qui est déjà un pays où la violence sexuelle contre les femmes est déjà très importante. Mais l'Amazonie, c'est là où la plus grosse incidence des violences contre les femmes. Et les indigènes sont les plus visés parmi toutes. Et ce n'est pas par hasard. En fait, c'est la même relation coloniale, patriarcale, raciste. C'est la même chose qui se perpétue dans la forêt et qui fait partie de l'essence qu'on a et du regard qu'on a sur la nature. Et de l'essence du capitalisme qui provoque ce regard. Et c'est ça qui... Ces dernières années, les femmes de la forêt, les femmes indigènes et d'autres peuples traditionnels, elles ont assumé et sont devenues protagonistes de ces luttes. Parce que quelque part, elles ont compris que le corps de la forêt, c'est leur propre corps. Et que les hommes, ils se corrompaient avec cet appel à la consommation, pas tous, mais une grande partie. Et c'est pour ça qu'elles ont décidé d'assumer cette lutte, ainsi que cette violence et la violence sexuelle envers elles a augmenté. Je ne peux pas dire ici quelle est la réalité ici en France, je ne sais pas quelle est la réalité, mais en Amazonie, presque 100% des femmes ont été violées. Ce n'est pas une exception, le viol. C'est la règle. L'exception, c'est de ne pas avoir été violée, de ne pas avoir été abusé sexuellement. Et je suspecte que
semelhante que mesmo na Europa. ça peut être aussi similaire en Europe, sauf que c'est une réalité que je ne connais pas. C'est pas le lieu où je vis. Essa frase, né, que o Manuel lembrou la do phrase Bolsonaro, qu'Emmanuel a évoquée de Bolsonaro, quand il a dit ça, que la forêt est une vierge, donc elle traite la forêt comme un objet qui n'a pas d'envie. Donc ce qui importe pour lui, c'est quels pervers vont la violer, si c'est ceux du Brésil ou ceux d'ailleurs. Et ça a toujours été la logique, cette violation de la forêt. Bien sûr, on n'attend pas rien de différent venant de l'extrême droite. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que la gauche, elle aussi, a très peu de réponses pour ce genre de situation. Une partie de la gauche globale et la gauche qui est actuellement au pouvoir, elle continue d'imaginer et de penser qu'on peut réduire les inégalités au prix de la nature. Et c'est pour ça que le gouvernement actuel de Lula est en train d'ouvrir un nouveau front d'exploitation du pétrole en Amazonie. L'Amazonie reste toujours le corps prêt à être violé, à explorer par ces genres de mesures. Vous venez d'évoquer le rôle des femmes, et notamment des femmes indigènes, dans les luttes, où elles répondent à la prise de contrôle du corps de la forêt en envoyant leur corps collectif au front. Et ça va des institutions au terrain. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-unes de ces femmes qui ont introduit une plus grande radicalité dans l'espace public ? Je pense à deux personnalités emblématiques, la ministre de l'Environnement actuelle, Marina Silva, mais aussi à Maria Luisa Munduruku, une des femmes Munduruku, dont la détermination à combattre l'exploitation minière illégale et à dénoncer la contamination au mercure de la rivière Tapajós, le lieu de vie des Munduruku, lui vaut d'avoir sa tête mise à prix pour 100 grammes d'or. 100 grammes d'or, je crois, dans le livre d'Eliane. Voilà. D'ailleurs, comme c'est une année où je fais pas mal de teasing pour l'année prochaine, c'est pour préparer Xavier à se préparer pour l'année prochaine. Je vous annonce qu'on recevra une artiste brésilienne, Gabriela Carneiro da Cunha, qui a travaillé. Le dernier spectacle s'appelle Tapajós, sur les femmes Munduruku. Et ce spectacle est tiré d'un texte, d'ailleurs, d'Eliane Brum. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces deux femmes ? Est-ce que tu peux répéter le nom de deux, parce que j'ai pas bien... Alors, à la fois Marina Silva, qui est la ministre de l'Environnement de Lula, et puis Maria Luisa Munduruku, donc une des leaders des femmes indigènes Munduruku. Marina Silva é a ministra de Marina Silva, c'est l'actuelle ministre de l'Environnement au Brésil. É uma das principais, talvez a principal ativista peut-être la principale activiste brésilienne. E ela praticamente está segurando a destruição. On pourrait dire que c'est elle qui tient un peu contenir cette avancée incontrôlable de la destruction de l'Amazonie pendant ce gouvernement. Actuellement, no Brasil, a gente tem o congresso mais au Brésil, on a le congrès le plus mauvais de l'histoire. Et ils viennent d'approuver une loi qui détruit toute la protection environnementale environnementale qu'on avait
vient d'approuver aussi une loi très perverse qui dit que le peuple indigène qui n'était pas sur place, sur leur terrain, en 1988, lors de la promulgation de la dernière constitution, n'auront pas droit à ces terres. Sauf que c'est une loi qui oublie que s'ils n'étaient pas sur les terres, à l'époque, en 88, c'est soit parce qu'ils étaient obligés de fuir pour ne pas être exterminés ou parce qu'ils étaient expulsés. Et ces deux lois vont mener l'Amazonie, qui est proche d'un point de non-retour, va l'amener à un point d'effondrement. Donc actuellement, c'est un moment de forte lutte au Brésil et la personne de Marina Silva est une des plus importantes voix et une des rares à l'intérieur du gouvernement, qui est un grand front. Le gouvernement est composé des destructeurs de l'Amazonie jusqu'à un large éventail de gens. Les Munduruku, c'est un peuple indigène, le Tapajós. Il y a Maria Leus, il y a d'autres personnalités femmes qui vont lutter avec leur propre corps. Et je me souviens que pendant le gouvernement Bolsonaro, je faisais partie d'une table comme celle-ci à côté d'une de ces femmes et elle était en train d'allaiter son enfant. Pendant la réunion, la conférence, donc elle allaitait et elle parlait face à destructeurs de l'Amazonie qui menaçaient sa vie. Et elle disait que s'il était besoin, elle couperait les têtes de toutes les gens comme l'avaient fait ses antépassés. Et ces moments-là, il y avait cet esprit maternel de l'allaitement face à cette extrême droite qui était à l'époque au pouvoir et qui était un gouvernement qui était encore à dire que les filles devraient s'habiller en rose et les garçons en bleu. Donc c'était une scène de contraste et plein de symbolisme. Mais je pense que c'est important d'affirmer ici que lorsque j'évoque ce type de réalité qui arrive au Brésil, on paraît que c'est quelque chose qui se passe là-bas et qui n'a rien à voir avec vous. Comme si c'était les barbares au Brésil. Sauf que c'est pas ça la réalité. Et là, je n'évoque même pas la question de la colonisation. Mais l'Amazonie, elle est mangée sur l'assiette de l'Europe, de la Chine, sur les assiettes des États-Unis, et elle est mangée aussi sur les assiettes de l'Europe. Et c'est pour ça que sur le front, ceux qui luttent pour défendre la forêt, une forêt qui est importante pour le monde entier, les gens sont en train de mourir. Mais s'il n'y a pas un front aussi ici en Europe, ça ne sert à rien d'avoir la ligne de front là-bas. On parle beaucoup de la minération illégale. Mais la plus grande destruction de l'Amazonie, elle est faite par les grandes multinationales. Et parmi lesquelles, il y en a aussi des Françaises. Emeris, ouais. Il y a des multinationales françaises qui sont, elles aussi, en train de détruire l'Amazonie en ce moment même. A Amazônia destruída, estamos chegando, estamos em colapso climático. Cette Amazonie qui s'est détruite, un effondrement climatique, pas dû à l'humanité, mais dû à une minorité d'humains, à des grandes entreprises multinationales, à leurs actionnaires. Il y a moins de 3 000 millionnaires et milliardaires qui font ça, alliés aux élites extractivistes locales et les parlements et gouvernements qui sont connivents.
O boi do desmatamento da Amazônia é comido aqui. Le bœuf qui donne lieu au déboisement de l'Amazonie est mangé ici. Le soja qui détruit les forêts vient alimenter les porcs, les volailles et les saumons qu'on mange ici. Le bois aussi vient ici. L'or également est consommé ici. C'est pour ça que je pense qu'il existe une énorme responsabilité collective du fait d'être ici en train de manger l'Amazonie. Donc quand on mange l'Amazonie, on mange aussi la possibilité d'une vie de qualité pour les enfants qui naissent là-bas. Vous venez d'évoquer, vous venez de dire deux choses. Vous parlez justement, parlons de ceux qui résistent. Et vous avez évoqué le mot barbare. C'est comme ça qu'on les a longtemps et qu'on continue, que certains continuent de les nommer. Vous dites que votre livre qui fait état d'un quotidien de violence qui s'ajoute à des siècles de brutalité. Vous dites que ce n'est pas le sujet du livre, que le sujet du livre, c'est justement la résistance. Et vous citez plusieurs fois le penseur indigène Elton Krenak. Et notamment, vous citez à un moment cette phrase de Elton Krenak. Alors, je m'excuse, il va être encore question de Bolsonaro. C'est au moment de l'élection de Bolsonaro où un journaliste lui avait demandé ce qu'il en pensait, en fait, de ce risque de l'élection de Bolsonaro. Et il avait répondu cette phrase: « Ce qui me préoccupe, c'est surtout de savoir si les Blancs parviendront à résister. Nous, les indigènes, nous résistons depuis 500 ans. » Et Elton Krenak est connu en France pour un petit livre qui s'appelle « Idées pour retarder la fin du monde ». En côtoyant ceux que vous nommez les peuples forêts, on va y venir juste après, pourquoi c'est si important d'écouter justement celles et ceux qu'on a appelés barbares, relégués à la condition de sous-humanité tout au long du processus de colonisation, et qu'est-ce que peuvent nous apprendre ces sujets collectifs pour retarder la fin du monde, d'après vous? Ailton Krenak parle de ça, de retarder la fin du monde. Il dit que le demain, c'est aujourd'hui. Il y a un autre anthropologue aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Eduardo Vieira de Castro. Et une fois, lors d'une interview, il a cité une phrase, il a dit une phrase très intéressante. Les indigènes, la fin du monde des indigènes, c'était en 1500, lorsque les colonisateurs portugais sont arrivés. Et malgré tout ce qu'ils ont été fait contre leur corps, ils peuvent peut-être nous apprendre à vivre au-delà de cette fin du monde. A gente defende, e na Amazônia a gente busca falar nós. On défend et on cherche à parler nous et pas je. Que o que nos trouxe ao colapso, et ce qui nous a amené à l'effondrement, à ce risque d'extinction, c'est justement ce langage qu'on appelle le capitalisme, parce que c'est le langage de ceux qui se sont séparés, écartés de la nature, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est un langage anthropocénique, binaire, patriarcal, masculine, blanche. E para a gente ter alguma chance, pour qu'on puisse avoir a gente precisa se tornar uma chance, outra linguagem. Il faut qu'on devienne un autre langage, il faut qu'on adopte un autre langage.
E a gente defende que a gente precisa fazer deslocamento. Et c'est pour ça que ce qu'on défend, c'est qu'il faut faire un déplacement, se délocaliser de tous les concepts hégémoniques de qu'est-ce que c'est le centre et qu'est-ce que c'est la périphérie. Parce que les centres d'une planète en collapsus sont les enclaves de nature qui restent encore, qui résistent, et pas le centre politico-financier qui font la destruction de notre maison, de notre planète. Donc les centres, c'est l'Amazonie, c'est les autres forêts tropicales, ce sont les océans, ce sont tous les biomes. E não Paris, et pas Washington, Paris, Washington, ou Pékin, ou Londres, ou Francfort. Os centros é onde está a Les vida centres, c'est e não onde estão os mercados. Et là où Isso não é retórica. Ça c'est pas que de la rhétorique. Essa, por exemplo, é a razão pela qual eu fui viver pour cette raison que je suis allée vivre là-bas au centre du monde. Ça veut dire de se déplacer au centre d'autres valeurs, les valeurs de ces peuples qui ne se sont pas écartés de la nature, ne se sont pas séparés. Ce sont des peuples qui ont compris qu'ils sont en rapport avec la nature et avec tout, avec les autres. Parce que si on comprend et qu'on vit en rapport à tout ce qui est vivant, on ne détruit pas. Et c'est cela qu'il faut qu'on apprenne avec eux. Et c'est pas par compassion ou par éthique qu'il faut apprendre avec eux, mais c'est tout simplement parce qu'on veut vivre. Só que para a gente estar com todos os outros, a gente precisa aprender a pour être avec tous les autres, il faut apprendre à vivre. E apesar de discurso, mesmo discurso progressista, ce discours parfois progressiste, muitas vezes as pessoas não querem perder nada. Parfois, les gens ne veulent renoncer à rien. Ils veulent que les choses changent, que les situations changent, les réalités changent, mais que leur vie reste la même dans son confort, dans les mêmes... qu'il n'y ait pas de changement. Les gens n'ont pas encore compris que cela n'est pas possible. C'est-à-dire où on va muter, et on va muter et lutter à côté de ces peuples, à leur côté. Par exemple, on arrête de manger l'Amazonie, et ça veut dire lutter aussi pour des politiques publiques pour arrêter d'explorer l'Amazonie, ou bien on va mourir. Ce n'est pas un choix. Le choix, c'est lutter ou être extinct. Et je pense que c'est une vraie saloperie avec les générations à venir et qui sont déjà nées. Mais quand vous parlez des peuples proches de la nature, vous parlez des peuples forêts. J'aimerais bien qu'on parle de cette expression, mais justement, quand on parle de ces peuples, nous, on pense tout de suite aux populations autochtones, originaires de la forêt, voire aux quilombolas, donc les descendants d'esclaves africains marrons qui se sont enfuis dans la forêt pour échapper à leurs conditions et qui ont créé les quilombos, ces enclaves rebelles au cœur de la forêt. Vous vous intéressez à un troisième peuple de la forêt, les Beraderos. Je ne sais pas si je le prononce très bien. Qui sont-ils ? Pour quelles raisons les familles de Beraderos constituent votre principal sujet d'enquête depuis 2011 ? Et en quoi leur histoire symbolise-t-elle cet affrontement entre ce que vous venez de dire, entre anéantissement et résistance ?
Et pourquoi dites-vous que pourquoi, en parlant des Beraderos, vous dites que ce sont des entre-deux de la forêt? Os beradeiros, eles Les contam beradeiros, pedaço da história da ils Amazônia. racontent une partie de l'histoire de l'Amazonie. No final do século À la fin du 19e siècle, se estimulou a on a vinda encouragé de homens, la venue do Nordeste brasileiro, des hommes, que era notamment du das regiões nord-est du mais Brésil, qui atingidas était pelo une Nordeste do Brasil, des régions les plus para touchées explorar a au borracha nord-est, na Amazônia. pour venir explorer le caoutchouc en Esses homens Amazonie. vieram Et fugindo da donc, fome, fugindo da c'est des seca, hommes qui venaient du nord-est pour fuir la sécheresse et la faim, e foram et sont venus produzir borracha travailler dans le caoutchouc. Num sistema muito Ça, dans semelhante le à cadre d'un escravidão, ou système seja, eles ficavam qui était assez escravos proche de furtivos l'esclavage. Ils no meio da vivaient floresta. un peu comme des esclaves au milieu de la forêt. Isso aconteceu no final do século Et ça s'est XIX, passé à la fin du e depois 19e. aconteceu na Segunda Et Guerra Mundial, ensuite, quando eles à foram nouveau, chamados de soldados da borracha, que eles foram produzir borracha à l'époque de la pros Deuxième tanques, Guerre, né, où ils étaient appelés les soldats carros du caoutchouc dos aliados. pour la fabrication de choses pour la guerre. Esses homens, Et tous ces hommes qui ont migré à ces époques-là, a borracha perdeu o lorsque valor le de caoutchouc a mercado, perdu sa valeur de marché, que les prix a beaucoup chuté, et il n'avait plus d'intérêt de continuer à travailler avec le caoutchouc en Amazonie, ils ont été simplement abandonnés, toute cette population. Abandonados na floresta. Au milieu de la forêt, ils sont laissés un peu pour compte. Et ils ont commencé à créer des familles, à s'établir, souvent avec des femmes indigènes, parfois séquestrées, et par le viol aussi. Et ça, c'est l'origine de ce peuple qu'on appelle Beradeiros. Donc, c'est un type de population qui est devenue traditionnelle, reconnue avec tous ses droits, c'est reconnue comme population traditionnelle du Brésil. Mais ils sont les enfants de cette violence, de viol du corps de la forêt. Et de cette violence, à partir de là, ils ont créé un mode de vie c'est justement ce que l'on appelle entre deux mondes. Pendant des décennies, cette population de Beradeiros, ils habitaient un temps par-ci, un temps par-là, ils s'aménageaient. Et pour eux, c'est comme si tout ce territoire, c'était leur maison. Ils se déplaçaient à leur gré. Ils vivaient de la forêt. Leur maison était construite avec ce qu'ils trouvaient dans la forêt. Et un beau jour, ils se réveillent, ils ont envie de pêcher, ils pêchent. L'autre jour, le lendemain, ils veulent rester dans leur hamac tranquille, sinon on allait chasser. Donc, le temps leur appartient. Et ces dernières années, cette population a été confrontée et violée par les grandes entreprises comme celle qui a construit le barrage de Belo Monte. Et ils ont été expulsés de ces endroits où ils vivaient, de ces petits îlots au bord de fleuves. Et une bonne partie de ces gens ont été déplacés dans la périphérie de la ville où j'habite, et qui est une ville qui est dominée par le crime organisé. Nesse momento, eles sempre tiveram muita... Donc les Beradeiros indigènes, ils ont beaucoup eu cette capacité de résistance due à leur origine. Et maintenant, ils se sont rassemblés, s'unissent pour affronter les projets d'État et les grandes entreprises. Donc, on est à un moment où le peuple originaire, autochtone, indigène et ces Beradeiros, ils se sont unis pour lutter ensemble contre cette destruction d'État. Et les grandes multinationales
comme j'ai dit, y compris quelques-unes françaises. Et justement, par rapport à cette alliance des peuples forêts, donc de ces ensembles de peuples que vous venez d'évoquer, voilà, qui unissent leurs forces pour lutter contre la destruction de la forêt. Comment cette alliance, elle s'est matérialisée entre peuples indigènes, quilombolas, beraderos, et est-ce qu'au Brésil, ces luttes, ces alliances sont relayées médiatiquement? Vous êtes journaliste. Voilà, est-ce que dans les médias de masse, les mass médias, on parle de ces luttes? Est-ce qu'il y a, et comment la population brésilienne, si elles sont informées de ces luttes, vivent ces luttes? Eu acho que tanto o mundo, né, a Europa aqui, como o Brasil, aussi bien le monde, l'Europe que le Brésil reste assez ignorant de ce qui se passe en Amazonie. E a imprensa brasileira é uma Et la imprensa presse brésilienne, do sul e do c'est sudeste une presse do Brasil, concentrée notamment dans le sud et dans le sud-est, dans les grandes villes du Brésil. C'est très concentré. Então, essas lutas têm alguma ressonância Donc ces na imprensa, luttes que je viens d'évoquer, elles ont quelque part une répercussion dans la presse, mais ce n'est pas plus important que les autres grands titres sur la montée du PIB ou les tarifs de Trump ou autres. A gente criou uma plataforma. Et c'est pour ça que nous avons créé une plateforme de journalistes qui est située, basée à Altamira, là où je vis, et à travers laquelle cette plateforme s'appelle Suma Uma. Elle communique en portugais, anglais et espagnol, c'est trilingue. Et nós somos uma equipe ponte de journalistes et nous avons le projet de transmission de pouvoir. On est en train de former des jeunes indigènes, des jeunes beiradeiros, des jeunes quilombolas, de tous ces groupes pour qu'ils deviennent des journalistes de la forêt. Et dans 7 ans, ils vont assumer la direction de cette plateforme de journalistes avec un journalisme qui est fait et créé à partir de la vision et du regard de la forêt, de la centralité de la nature. Et en parlant de ça, est-ce que depuis que vous êtes installé à Altamira, que vous travaillez depuis 2011 sur voilà, que vous faites ces enquêtes sur les familles beraderos, est-ce que votre façon d'enquêter, de faire du journalisme a changé? Est-ce que votre rapport au langage a changé? Puisque là, vous travaillez autour de peuples qui ont des langues différentes. Donc, est-ce que ça a une influence sur votre langage? Est-ce que vous diriez, par exemple, que votre journalisme s'est décolonisé? Puisque vous venez quand même, vous aussi, vous êtes au départ une journaliste du sud de Sao Paulo. Est-ce que vous diriez que votre façon de faire du journalisme a changé? Sim, a minha forma de fazer jornalismo muda. Je pense que ma façon de pratiquer le journalisme change. Bom, eu sempre acreditei e sempre vivi segundo a ideia de que a escuta é o instrumento mais importante da reportagem. L'écoute, c'est la chose la plus importante lors d'un reportage. Et je dirais même que l'écoute, c'est l'outil le plus important de la vie. Et pour moi, être journaliste, c'est déshabiter, si on peut dire, de soi-même. Me despir dos meus preconceitos, dos meus julgamentos, da minha visão de de mundo, ma vision du monde, o máximo c'est un possível. dépouillement, faire ça au maximum
fazia possível em direção ao mundo que é o pour outro. pouvoir aller vers le monde, ce monde qui est représenté par l'autre, et commencer à l'habiter. Então, fazer o caminho de volta, Et que ensuite obviamente faire vai ser esse le chemin mundo, essa en arrière, experiência, et à partir de mas cette atravessada nouvelle pelo meu expérience corpo. qui va traverser mon propre corps. Durante esse processo, Et eu sou jornalista há quase pendant, 40 anos. moi, ça fait presque 40 ans que je suis Durante journaliste. esse processo, Et pendant ces muitas vezes eu processus, entrei em crise. très souvent, j'ai traversé em que eu des crises paralisei, où não j'étais podia escrever. paralysée, j'arrivais plus à E essas écrire. crises, elas vinham pela Et ces ideia, crises, elles venaient du fait pela constatação du constat que je faisais de que a palavra que escrita la parole écrite, dans le era uma cas, violência. était Historicamente, elle-même une a palavra violence. escrita no Parce Brasil que historiquement, au é um Brésil, instrumento de dominação la das parole elites. écrite est E un quando des em outils 2011 de domination des élites. começou o Et lorsqu'en processo de imposição 2011, da il a eu hidrelétrica de Belo Monte, ces processus pour imposer eu la construction de testemunhei l'hydroélectrique de Belo Monte, assinarem j'ai papéis que eles j'ai não vu eram capazes que de les ler. Béladeiros, ils Porque étaient eles en train de são signer des analfabetos documents à de- propos de leur terre qu'ils étaient da incapables de escrita, né? lire São parce qu'ils formados étaient des em analphabètes et ils étaient forcés Eles são de formados na signer ces linguagem da documents. floresta, Leur langage, c'est mas eles le assinaram langage de la papéis que eles forêt. não eram capazes de Mais ler, ils étaient là en train de signer des arrancavam documents tudo qu'ils deles, étaient expulsavam da incapables de floresta, lire que et qui leur queimavam retiraient suas tout, ilhas. qui les expulsaient des forêts, qui Isso, brûlaient leurs maisons. Fez com que eu Et paralisasse. ça m'a paralysée Porque de eu constater pensava, ça, d'être se, témoin de ça. se eu vou usar para denunciar o que está Parce que acontecendo, a mesma palavra pour escrita que dénoncer tout ce que se destrói, passait, si je vais moi-même utiliser será que eu cette não estou parole cometendo écrite, mais uma violência? est-ce que je ne suis pas à mon tour en train de Porque na commettre une Amazônia, violence? a transmissão de Parce que conhecimento é en oral. Amazonie, la transmission des connaissances est notamment orale. E os documentos falsos de Et tous posse da ces terra, faux documents de possession de la sempre terre, valeram muito mais do que et- toda a non história e a écrits, ils ont transmissão toujours, oral de conhecimento. E eu senti que quando eu ils étaient plus escrevia importants sobre que la isso, eu estava transmission orale. reforçando Et quand j'écrivais sur ça, j'avais le essa sentiment que j'étais en supremacia train da de palavra renforcer cette suprématie de E la aí essa parole foi écrite. uma das vezes que eu Et paralisei. ça, c'est un des moments où j'ai eu une 2015, crise, où j'étais em paralysée, 2013, 2014. 2013-14 par là. E em 2015 Et- eu fui, mas et eu en continuei escutando. Mais je pessoas. continuais à être à l'écoute Et en des personnes. Je 2015, n'écrivais eu pas, mais fui j'étais à encontrar l'écoute. Et en 2015, Pescador je suis rencontré un pêcheur qui avait été expulsé de ses terres, de son île sur le Xingu. Ele casou Il com était uma né ilha là-bas, na il ilha do s'était Xingu. marié Ele teve avec 9 sa femme là. filhos na Il ilha a do eu Xingu. 9 enfants sur cette île. E aí, dia chegou a empresa. Un beau jour, l'entreprise est arrivée chez lui. Il a obligé de signer ce papier qu'il était incapable de lire. Et il a tout perdu et il se retrouvait dans la périphérie de cette ville qui était la plus violente de tout le Brésil. Quando eu sentei com ele nessa casa da periferia. Et lorsque je me suis retrouvée dans cette maison de la périphérie avec lui et que je lui demandais qu'il me raconte ce qui s'était passé, tinha acontecido com ele, ele não conseguia. Il n'arrivait pas. Ele não tinha as palavras para Il n'avait pas le mot pour raconter ce qui lui était arrivé. Et c'est à ces moments que je compris qu'est-ce que ça signifie d'être un réfugié d'une hydroélectrique comme Belo Monte. Tem refugiados, né, os refugiados que por fome. Il y a des réfugiés pour la faim, pour les épidémies, pour les guerres. Quando eles mesmo se eles jamais voltarem a seus locais de origem, même si jamais ces réfugiés n'arrivent jamais à retourner dans leur pays d'origine, il reste là-bas la matérialité de ceux qu'ils avaient eu dans cette vie antérieure. Il y a les restes de les maisons, les tombeaux des antépassés. Mais pour un réfugié de Belo Monte, pour celui qui a eu l'île submergée, la maison submergée,
toda a memória virou água. toute la mémoire est devenue de l'eau. Il ne Então, reste esse plus rien. homem que chamava Otávio Donc cet homme, das Chagas, Otávio das Chagas, Otávio das Chagas, c'était le nom de cette personne. ele começou a apontar para as cicatrizes do próprio corpo. Il commençait à pointer toutes les cicatrices sur son corps, ele sur son dizia, propre corps. Nesta Il disait, cicatriz, cette cicatrice, aconteceu tal j'ai coisa, eu nessa telle chose, cette autre, outra s'est passé cicatriz, quelque teve tal chose d'autre. acontecimento na ilha. Donc chaque événement Aí eu fui qui s'était passé sur l'île. Que para esses refugiados, Et j'ai compris à ce moment-là que que pour ces gens de restado réfugiés, tout ce qui restait era o de leur vie território do seu intérieure, próprio corpo. c'était le territoire de son propre corps. E eu passaria a ter que escrever com palavras cicatrizes. Et il faudrait que je commence à écrire avec Com des mots palavras cicatrices. cicatrizes, eu podia Et c'est escrever. seulement comme ça que je pourrais écrire. Hoje, em Sumaúma, Aujourd'hui, nessa notre plataforma de plateforme, jornalismo que a gente Sumaum, criou, notre plateforme de journalistes, nossos jornalistas Floresta nos journalistes forêt, donc tentam les jeunes, escrevem como floresta. ils écrivent en tant que forêt, comme s'ils étaient la forêt. E a gente está tentando entender, tentando Et descobrir maintenant, como é que on a essaie gente de comprendre escreve a partir da comment on peut perspectiva écrire à partir de de, outros humanos. de la perspective d'autres Entendendo, humains. lembrando que C'est-à-dire para nós, que pour outros nous, humanos d'autres são humains, ça veut plantas, dire são les animais, plantes, são les rios, animaux, são les montanhas. fleuves, les montagnes. Como se escuta Donc, comment on peut outros écouter humanos? ces autres humains? Isso só os indígenas, Ça, os jornalistas indígenas seulement vão ces ser journalistes capazes de fazer. indigènes Esse outro seront jornalista capables não de virá faire. de mim uma mulher Et c'est branca. pas moi, Só une eles vão femme ser blanche capazes de journaliste, fazer. qui va réussir à E para ça. isso, C'est eux qui vont talvez, réussir. a gente Et seja c'est necessário fazer uma parceria pour ça que peut-être on a besoin de faire un partenariat avec d'autres humains, avec des Então, plantes nós estamos nessa sacrées. fase desse Et ça, c'est la phase dans laquelle nous trouvons, un journalisme d'expérimentation qui va rendre compte de notre façon d'être, d'exister, et par là change la façon d'écrire. Chez Sumaum, on traite tous les êtres comme des personnes, dans un rapport horizontal. On ne va pas traiter les poissons, par exemple, par tonnes, le bœuf par d'autres. Donc, on traite comme des êtres de la nature. Donc, cette écoute qu'on pratique aujourd'hui représente beaucoup plus de défis. Et le chemin, c'est d'avoir justement cette écoute de plus en plus défiante. Aujourd'hui, j'ai retrouvé Naum lors du petit déjeuner et il m'a donné une fanzine. Ah oui, une fanzine. Sobre como os Achaninka, que é comment povo indígena, les Achamin, un peuple indigène du Pérou, eles resistiram à violência. Comment ils ont réussi à résister à la violence com sons à travers de sons. Não pode contar melhor, mas os Naum pourra destruidores, être mieux né, expliqué. Eles não entendiam os sons da floresta. Et aí, parce que les autres ne comprenaient pas le son de la forêt. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à résister, les autres. Que é até a gente aprender a escutar, nós somos fazedores. Jusqu'au point où on apprend à écouter, on n'est que des faiseurs. Quando a gente aprende a escutar, et une fois qu'on apprend à écouter, on devient humain. Alors, par rapport à l'écoute, dont on voit que c'est aussi à la fois un acte d'amour et un acte de résistance politique, grâce à ce geste, grâce à cette dimension d'écoute que vous nous faites partager, vous nous faites entendre les voix justement comme Otávio das Chagas, d'autres voix de Berradeiros. Mais moi, il y a un aspect qui m'intéresse aussi dans votre livre, c'est que vous
vous nous faites le portrait des gens qui résistent, qui luttent, mais vous faites d'autres portraits. Et très vite, j'aimerais qu'on parle des grilleros, qui sont des personnages centraux de l'histoire de la destruction de la forêt. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces grilleros, nous dire très brièvement ce que sont les lois de Grilagem, je ne sais pas si je le prononce très bien, les lois de Grilagem, qui sont l'accaparement des terres, en fait, le vol des terres qui deviennent des terres pour l'agro-business. Et surtout, ce que j'aimerais que vous nous disiez, c'est vous affirmez que les grilleros ont pris le contrôle du Congrès, de l'exécutif, avec l'arrivée au pouvoir de Bolsonaro. Donc, si vous pouvez nous parler des grilleros, et est-ce que, par rapport à la dernière question que je viens de vous poser, est-ce que justement le changement au pouvoir, l'élection de Lula, le retour de Lula, vous donne de l'espoir par rapport aux grilleros, à leur rôle et à leur pouvoir? A gente não entende, a gente só consegue entender a destruição On da ne peut Amazônia comprendre la destruction de l'Amazonie dois personagens, os grileiros avec deux personnages, deux types e de os personnages, bois. les grileiros et le bœuf. Os grileiros, essa palavra grileiros vem de grilo, do inseto grilo. Grileiro vient de... Porque no passado, eles colocavam par le passé, títulos falsos de terra. Il y avait des titres, de faux titres de possession de terre à l'intérieur de boîtes avec des grillons. Os excrementos do grilo et les excréments de ce grillon jaunissaient le document et faisaient qu'ils avaient l'air ancien, un document ancien et authentique. Et ça vient de là, cette astuce pour rendre les documents vieux. Maintenant, ils n'ont même plus besoin de ce genre de choses, parce qu'ils sont beaucoup plus sophistiqués dans la façon d'accaparer les terres. Bon, voyons comment que ça marche, cette destruction de la forêt est transformée en pâturage d'élevage, transformer la forêt en pâturage ou bien la monoculture du soja. Grande parte da floresta é o que se chama de terras, são terras públicas. Une grande partie de la forêt et des surfaces de forêt, c'est des terres publiques qui appartiennent à l'État. Ao Estado. Esses homens et ces personnes, ces grileiros, chegam com pistoleiros, ils arrivent avec des hommes armés. Expulsam ils commencent par expulser les populations présentes, soit des indigènes ou de beiradeiros ou des quilombolas ou même des paysans qui vivent là-bas. Com frequência, eles usam trabalho escravo, et très souvent, ils utilisent aussi un travail d'esclavage pour après abattre les arbres. Et les arbres qui sont en bois de valeur, elles sont illégalement commercialisées. Beaucoup de ces arbres viennent en Europe, d'autres sont brûlés. Depois de queimar, et une fois qu'ils ont brûlé, ils mettent ils créent l'élevage pour simuler justement cette possession de la terre. La terre est occupée. La terre a des propriétaires. C'est marqué son territoire comme une terre occupée et productive. Então, essa terra depois ensuite, ela vai continuar para pecuária, elle va continuer pour l'élevage, elle va être vendue pour la monoculture du soja. Com frequência, e eles vão lutar pela regularização dessa terra. Et parallèlement, très fréquemment, ils luttent pour légaliser la possession de ces terres. Et aussi bien au niveau du Parlement que les États locaux, ils vont finir par légaliser ces terres qui ont été accaparées au prix à des assassins. Et ils passent des assassins à des légitimes propriétaires.
propriétaires de la terre. Donc ça, en grande ligne, c'est une histoire qui existe et qui continue de se passer. Et c'est l'histoire d'une grande partie des grands producteurs ruraux du Brésil. Et c'est justement dans ce système-là que les grandes entreprises multinationales achètent le soja et tout, qui finit par arriver en Europe. Le Brésil est le plus grand producteur de soja du monde et le plus grand exportateur de viande du monde. Et ça, c'est pas parce que le fruit d'une efficacité du système de production, mais ça a été fait au prix de l'élargissement de surface de production et de l'usage massif d'agrotoxiques, parmi lesquels certains sont vendus au Brésil par votre pays et d'autres, mais qui ensuite revient vers vous comme le poison de ces viandes. Donc, pour comprendre l'Amazonie, quand on parle de forêt amazonienne, jungle, etc., on pense des animaux comme les tigres, les crocodiles et autres. Mais l'animal qui est le plus présent, c'est les bœufs d'élevage. C'est ça l'animal qui est le plus présent là-bas. Dans une ville qui s'appelle São Félix do Xingu, dans le même état où je vis, il y a le plus grand troupeau d'élevage, 2,5 millions dans une seule municipalité, dans une seule commune. C'est 28 bœufs par habitant. Donc, ça représente vraiment, c'est l'image de ce processus de destruction. Mais c'est pour ça qu'il faut insister sur toutes les connexions qui existent autour de ça. Le bœuf devient la viande qui arrive ici et qui va en Chine et qui va aux États-Unis, etc. De la même façon que toute la monoculture de soja faite en Amazonie vient alimenter les animaux qui sont élevés ici en Europe. On va tout de suite vous donner la parole. Vous n'avez pas répondu à la question de l'espoir que peut incarner le retour de Lula, mais comme je connais déjà votre réponse, mais on va vous faire passer des micros. Je pense qu'il y a des questions. Et peut-être que Naoun va nous rejoindre aussi, je ne le vois pas. Je vois qu'il y a une question, il y a quelqu'un qui a une main levée juste là. Ah, il est là, Naoun. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation et pour votre travail. Enfin, je suis en train de lire votre livre, c'est vraiment incroyable et bouleversant. Et j'ai juste une question par rapport à la COP de Belém qui va avoir lieu en décembre, du coup au Brésil, en Amazonie. Et je ne sais pas si pour les lutteurs d'Amazonie ça représente quelque chose ou si ça représente rien. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette COP, sachant qu'en effet, le gouvernement de Lula vient d'autoriser plein de détruire le droit environnemental, quoi, pour la faire courte. Enfin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Je pense que c'est très important d'avoir une COP en Amazonie à partir du moment que ce n'est pas que le décor de cette COP, mais que les peuples d'Amazonie puissent avoir voix lors de cet événement. Ça, ce n'est pas assuré, évidemment. C'est une dispute pour le moment et on poursuit
on est en train de lutter pour ça. É momento extrêmement difficile porque é momento de corrosão do multiculturalismo. Parce que nous sommes dans une période de corrosion du monde ruraliste. Eu acho que a gente precisa. Essa COP tem uma importância enorme porque a COP gente precisa entender une grande importance. Isso já é assumido parce que por cientistas, je pense que mais sérios. Ça a déjà été assumé par des scientistes de renom. Et lors de la COP à Paris en 2015, se entendeu que se on a compris, on s'est réveillé, disons, sur le fait que 1,5 degré d'augmentation serait vraiment une limite pour qu'on puisse garder une vie de qualité. Mais ça, c'est fini. On a perdu ce pari. Tudo indica na forma como as coisas estão indo. Tel que les choses avancent, on pense qu'on va être plutôt à 2,5 ou 3 degrés. Si com 1,5. Si avec 1,5. Estamos com todos esses eventos extremos. Vocês acabaram de viver uma onda de calor terrível aqui. Ces événements climatiques, comme on vient de passer les canicules ici en France, les incendies et tout. Donc, on imagine qu'est-ce que ça va donner si ça monte de 2 ou 3 degrés. Donc, c'est pour ça que je trouve que la COP est très importante para muitas coisas, mas uma ideia autour de plusieurs idées. Ou seja, a gente ultrapassa 1,5, on va peut-être dépasser 1,5 degré, mais après on peut mener plusieurs actions pour revenir à 1,5 degré. Não é assim que a vida Sauf funciona. que c'est pas comme ça que la vie fonctionne. C'est comme quelqu'un qui a été fumeur pendant 20 ans et qu'elle s'arrête de fumer. Peut-être que plusieurs des impacts que la cigarette a eu sur son corps puissent être renversés. Mais malgré tout, elle peut avoir un cancer de poumon. C'est un peu ce qui se passe avec le réchauffement global. É muito esse pensamento binário também atrapalha muito o entendimento. Cette pensée, cette façon de penser binaire, ça perturbe l'analyse. Parce qu'en fait, tout est interlié. Et il y a d'autres mouvements qui vont avoir lieu compte tenu de ça. Et c'est pour ça que cette COP va nous permettre d'avancer. Pour ça, elle est importante. Et de faire cette transition énergétique. 75% des émissions des gaz d'effet de serre viennent du pétrole, du charbon, du gaz naturel. Donc, ce n'est pas possible de continuer de produire du pétrole. Ce n'est plus possible. É cenário muito difícil. Donc provavelmente vai ter un scénario très talvez difficile. Tenha número maior de lobistas do petróleo nessa COP. Qu'il y aura plus de lobbyistes du pétrole au moment de la COP que des activistes climatiques. Mas nós temos que lutar. Só nos resta lutar. Mais il faut continuer à lutter. C'est tout ce qu'il nous reste. Eu acho que a gente precisa lutar pela vida. Et lutter pour la vie. O que eu vejo é que se fala muito do negacionismo très souvent, on parle du négationnisme de Trump et d'autres personnages. Mais le négationnisme qui me préoccupe le plus, c'est le négationnisme de la plupart de la population. Ça ne suffit pas de ne pas croire et de dire que le réchauffement global est produit par l'action humaine. Il ne suffit pas de reconnaître les risques. Il faut vivre d'après cette émergence, vivre d'après ce risque d'extension, et la plupart ne le font pas. Dans la forêt, je vois tous les êtres, tous, à profiter de toutes les chances de vivre. N'importe quelle petite menace provoque une réaction chez eux. Et le capitalisme nous a séquestrés dans cette manière de vivre. Et on a arrêté de vivre. Il faut... É isso. Voilà, c'est ça.
tem uma outra coisa aqui. Il y a autre chose. Só tem uma coisa que eu queria complementar. E nesse sentido, né, a gente está vivendo... a gente está vivendo a guerra da Ucrânia. On vit en ce moment la guerre en vivendo o Ukraine, genocídio produzido por Israel em Gaza. A gente está vivendo a guerra terrível do Sudão, que tem muito menos ressonância na imprensa e acho que é muito importante entender que lutar contra o aquecimento global, lutter contre le réchauffement global, contre les forces qui le provoquent, também lutar contra o genocídio de Israel em Gaza. Lutter contre le génocide de Gaza. Luta e outra luta. Il n'y a pas une lutte et une autre différente. Il n'y a pas de débats différents. Au fond, c'est le même débat, c'est la même lutte. Lutar pela vida no planeta, lutter par la vie sur la planète, c'est lutter contre le génocide d'Israël contre Gaza. Oui, bonjour. Évidemment, la situation que vous nous décrivez au Brésil n'est pas très florissante. Mais il faut savoir qu'en France, la situation agricole est sensiblement la même. Il y a des villages où il n'y a plus du tout d'agriculteurs. Pourquoi ? Parce que les agriculteurs sont partis les uns après les autres, par absence de revenus, et évidemment, personne ne veut reprendre ces terres. Donc on arrive à un système de monoculture, par exemple chez nous dans le Mâconnais, des monocultures de vignes, où il y a des 500 hectares de vignes dans la même parcelle, sans plus aucun arbre, aucun buisson, tous les murs ont été arasés, les talus, etc. Et la monoculture, par exemple, de betteraves dans le nord de la France. Alors ça, c'est génial, des parcelles de 500 hectares de betteraves qui sont évidemment ravagées par des insectes qui provoquent la jaunisse, et il faut traiter, comme c'est de la monoculture, grâce à des néonicotinoïdes, l'acétamitride. Et c'est une molécule qui est interdite et qui est un polluant éternel. Nous, on a utilisé dans la vigne, par exemple, des triazines. On sait que ces polluants sont éternels parce que depuis 50 ans, on en retrouve encore dans l'eau. Alors, on suppose qu'on va en retrouver encore. Et moi, dans nos villages, dans le Mâconnais, l'agriculture était organisée autour de communautés celtes. Des communautés celtes d'environ 25-30 personnes, sur les points hauts, là où il y avait de l'eau. Et chez les Celtes, on a une particularité, on n'obéit pas aux lois des hommes, on obéit uniquement aux lois de la nature, qui consistent à respecter la nature, l'eau, le ciel, la terre et le feu. Et maintenant je suis plus intelligent et un peu désabusé de ce système. Quand il y a un technicien de la chambre d'agriculture qui me dit « Proto, il faut que tu fasses ça, ça et ça », je lui dis « Ah non, moi j'ai aucune raison d'obéir à un technicien de la chambre d'agriculture, aucune raison d'obéir à un homme, j'obéis uniquement aux lois de la nature. » Est-ce que... Ok. Est-ce que quelqu'un a une question, par exemple, pour Naoun, pour la performance qu'on a vue ? Moi, j'en ai une. Ah, oui. En introduction, quand on vous a présenté, vous avez à la fois parlé de la performance, mais aussi de votre travail de chercheur. Quel lien vous faites ? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire plus ? Merci. I am talking in Spanish and translate in French. It's the community, Latin community. Mi investigación básicamente va en entender cuál es el poder de la escucha. Es baseado sobretudo no poder da escuta. Ah, não, já. Não. Donc
Ma démarche, elle est basée notamment dans le pouvoir de l'écoute. Porque me di cuenta de que si nosotros nos escuchamos más Je me suis rendu compte que entre humanos y con otros seres humanos, entendemos más. Entre les hommes et les êtres humains, enfin les êtres humains et la nature. Y podemos así cuidarnos entre nosotros y también con la naturaleza. Y es así. On peut s'occuper entre nous et aussi de la nature. Y es así que empiezo a poner micrófonos a todos, a mi abuela. C'est comme ça que j'ai distribué des micros partout, à tout le monde, avec la famille, les terres, les amis. A todo lo que necesita ser escuchado y de una forma como yo puedo Tout ce qui a aprender. besoin d'être écouté avait des micros partout. Et c'est une façon aussi d'apprendre avec ces sons. Entonces, lo que han escuchado ahora Ce que vous venez d'écouter là dans ma présentation, es un recopilado de c'est diferentes une grabaciones compilation de plusieurs enregistrements que he visto que ha ido cambiando y deteriorándose por las diferentes perturbaciones humanas. des paysages qui se sont détériorés par l'occupation humaine et qui changeaient. Y en el proceso me he dado cuenta de que las comunidades Et dans ce processus, je me suis rendu compte que dans ces communautés que viven en la selva tienen otra percepción de escucha muy distinta y les muy populations profunda. qui vivent dans la jungle ont une perception de l'écoute très différente pour s'apercevoir des animaux, des insectes, très différentes. Y eso es más o menos mi investigación, por ahí voy. Et c'est un peu ça ma démarche dans ce travail. Gracias por la pregunta. Oui, une autre question. Une toute petite question. Qu'est-ce qu'on peut espérer depuis l'arrivée de Lula au pouvoir, à la présidence? Bom, a gente tem o Lula, ele foi eleito nesse Lula a terceiro été mandato élu pour por ce uma troisième frente mandat ampla par un front de campagne qui est très large, qui va des destructeurs de la forêt até pessoas como jusqu'à Marina des Silva. personnes comme Marina Silva, la ministre de l'Environnement dont je vous ai parlé au début. Donc c'est très large comme éventail Ele enfrenta o maior de personnes. congresso mais Et predatório il est da história face do Brasil. à un congrès qui est le plus prédateur de l'histoire du Brésil, Por representantes desses grileiros, qui est composé par exemple des représentants des grileiros, représentants des personnes de l'agrobusiness, qui en grande partie sont financés par les grandes multinationales de minerais, de la viande, du soja, tous ces grands conglomérés, de l'huile de palme, d'ultra-processés et des armements aussi. Então, o Lula está extremamente fraco. Donc Lula est très affaibli. Ele tem muita Actuellement, il dificuldade a de beaucoup de governar. mal à gouverner dans ces circonstances. E o Congresso está avançando com essas leis que Et destroem c'est a comme ça que natureza, le Congrès protègem arrive os à territórios. avancer avec ces lois destructrices des territoires. O que significa que no ano que vem tem eleições no Donc Brasil. l'année prochaine, nous aurons de nouvelles élections Se au a Brésil. extrema-direita voltar ao Et poder, si jamais l'extrême droite ela vai revient au encontrar uma pouvoir, situação legal elle muito mais trouvera une situation légale beaucoup plus favorable para avançar pour avancer com a destruição encore davantage da Amazônia dans e la todos os destruction de biomas. l'Amazonie et des constructions d'autres géants comme ça. Isso é fato. O Lula tem uma dificuldade muito Ça, c'est une grande de réalité. governar. Lula, dans ce nouveau mandat, a une grande difficulté de gouverner. Mais Lula, il représente aussi une gauche qui s'est arrêtée dans le XXe siècle, qui a encore l'illusion qu'on peut réduire les inégalités au prix et au coût de la forêt.
Lula est devenu très connu mondialement lors de ses 2 premiers mandats grâce à l'insertion d'une grande tranche de la population qui a accédé à une classe moyenne. Mais ce qui n'a pas été dit à l'époque, c'est que cela n'a pas été fait de taxer les plus riches ou par exemple, de changer la redistribution de revenus. Cela a été fait en partie au coût de l'Amazonie qui exportait des commodities vers la Chine. Et c'est pour ça que Lula actuellement défend l'ouverture d'un nouveau front d'exploitation de pétrole en Amazonie. Bien, nous allons finir sur cette note très réjouissante. Merci beaucoup, Eliane. Merci beaucoup, Eliane Brume. Naoun. Merci. Grassa, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce moment.